à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, des initiatives sur le plan local, voire national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de ce nouveau mag, le voici. Le voilà, on reste en Ile-de-France. Tiens, direction les Clés-sous-Bois. Quel projet éducatif dans cette très jolie ville? Quel choix pédagogique? Avec quels résultats? Élément de réponse avec notre invité dans un instant. La restauration scolaire, bien plus qu'un lieu pour s'alimenter ou se socialiser. La ville a mis en place le concept de self-fluide. De quoi parle-t-on? On en parle dans un instant, là aussi, avec notre invité. Et puis, comme dans chaque mag, il y a une loupe au programme. Alix, on parle de quoi? De troc de graines et d'atelier bouturage. Je vous ai pas vu le dire cette fois-ci. Allez, on y va. Bonjour Christiane Montan. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes précieuses. On est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur l'éducation de votre très belle ville des Clés-sous-Bois. Vous êtes adjointe au maire de cette ville, chargée de l'éducation et de la petite enfance. C'est votre deuxième mandat? C'est mon deuxième mandat, oui. Quelque peu élargi, si je comprends bien. Élargi. Le premier mandat, c'était uniquement la petite enfance. C'était déjà pas mal. Il y avait déjà beaucoup de travail et il y a eu beaucoup de choses de faites. Mais il y a, je dirais, une deuxième partie à ce mandat-là qui est l'éducation avec les écoles maternelles, l'école élémentaire, avec je dirais, tout ce qui va autour, le fonctionnement, la municipalité, ce qu'elle peut apporter, je dirais, au niveau des écoles. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter justement du point de vue des écoles? Déjà, combien de groupes scolaires? 12 écoles, c'est-à-dire 1700 élèves. Voilà, ça fait plein de petites têtes, ça fait têtes à former. Ça fait du monde. Et ce que peut apporter, je dirais, une municipalité, un maire adjoint, c'est avant tout de l'écoute aussi au niveau des enseignants, au niveau des directeurs d'école, au niveau des parents d'élèves, de manière toujours à améliorer, je dirais, la vie au quotidien des enfants. Comment on apaise aujourd'hui, en 2024, en France, le climat scolaire? Quelle est votre approche? Quelle est votre philosophie aux Clés-sous-Bois? Comment apaiser le climat scolaire? Oui, ou Par, je dirais, il faut avoir une relation de confiance. Une relation de confiance en tant que maire adjoint avec les enseignants, avec qui vous travaillez, pour leur montrer qu'on peut être là à tout moment, justement quand ils ont des difficultés dans leurs établissements, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan fonctionnement. Il faut rassurer aussi les parents d'élèves. Et les parents d'élèves sont, je dirais, anxieux très souvent par rapport à la vie de leurs enfants pendant ce temps scolaire. Ils sont anxieux à la fois sur les apprentissages, ils sont anxieux, est-ce qu'il va bien manger? Est-ce qu'on va bien s'occuper de lui? Est-ce qu'à l'école maternelle, il ne va pas, je dirais, souffrir d'un manque de relation avec papa ou maman? Ça va crescendo, ça, Madame Bontemps, par rapport à votre premier mandat, vous voyez déjà une différence? Oui, ça va crescendo. D'accord. Il y a un niveau d'exigence des parents, c'est certain, parce que, je dirais, il est normal aussi, parce qu'il confie aux enseignants leur plus beau trésor. Ils font confiance, comme à la petite enfance, quand on amène son bébé, on fait confiance, je dirais, au personnel qui va l'entourer pendant de nombreuses heures. Donc, il y a un besoin, c'est évident, d'être rassuré. Alors, je pense qu'il y a le climat actuel qui est quand même assez anxiogène et qui vient se surrajouter, je dirais, aux problématiques actuelles. On parlait bien sûr du climat scolaire. On imagine que pour l'augmenter, pour l'optimiser, pour l'améliorer, ça passe aussi par des investissements. La petite enfance, mais aussi les écoles, je pense bien sûr à la rénovation du bâti. Oui, la petite enfance, ça a été mon premier mandat. Ouais. Et moi, j'avais des convictions, je dirais, par rapport à l'accueil des petits. Qu'est-ce qui manquait, d'après vous, quand vous êtes arrivé? Rien. Qu'est-ce que vous avez rajouté alors? Fonctionnement, voilà. Dans le fonctionnement, il ne manquait rien. Je dirais que c'était une crèche qui fonctionnait bien. Mais voilà, il y a aussi différentes façons, je dirais, d'entourer les enfants au quotidien, d'entourer les petits. Et il y avait une méthode qui me plaisait beaucoup, qui était la méthode des petites familles, c'est-à-dire accueillir les enfants dans une crèche tout en vivant comme au sein de la famille. Donc, ça se traduit comment ?
il a fallu casser des murs, il a fallu investir pour mettre en pratique, je dirais, cette façon de... Elle vient d'où, cette méthode de la petite famille ? Les petites familles, c'est une méthode qui est quand même, je dirais, assez connue, hein, mais qui demande, je dirais, des surfaces adaptées. Donc beaucoup de communes ou beaucoup de crèches ne le font pas parce qu'il faut investir dans des surfaces. Hein. Dans une même surface, on va avoir des petits bébés, on va avoir ce qu'on appelle des rampants et on va avoir des marchands. Hein. Donc il faut que ces enfants-là puissent cohabiter ensemble et en étant sous la surveillance des puéricultrices. Donc c'est surtout pour les plus petits, j'imagine, les parents. Il faut une surface aménagée, c'est-à-dire qu'il faut un petit dortoir à l'intérieur de cette grande pièce. Hein. Il faut un petit dortoir, il faut une petite salle de restauration, il faut un petit coin motricité, il faut des coins jeux. Hein. Et c'est tout un aménagement, en fait. Et ils vont, les bébés, au lieu d'être, je dirais, dans des lits hein, pendant assez longtemps, hein, où ils vont se mettre tous à crier en même temps pour avoir le biberon, eh bien, il y a moins de bébés dans cet environnement petite famille, puisqu'il y a des enfants qui vont apprendre à marcher et des enfants qui marchent, c'est-à-dire ça va de 6 mois à 3 ans. L'avantage, c'est qu'il y a plus de mobilité. Alors, il y a plus de mobilité et puis il y a aussi au niveau de l'éveil de l'enfant, parce que le bébé est en contact avec d'autres enfants, il va avoir un éveil, il va les entendre chanter, il va les entendre jouer, il va observer et puis il y a aussi, je dirais, cet aspect où finalement il va s'imprégner aussi d'un bain de langage. Hein, au quotidien, il va s'habituer à des relations et il va vivre comme dans sa famille, en fait. Quand il y a un grand frère, une grande sœur. Et que les parents des bébés, ceux qui sont les plus petits, j'imagine, qui peuvent être effrayés, j'imagine, par cette... Contrairement par cette psychologie. Contrairement à ce qu'on peut penser, les familles, quand ils voient leurs enfants entourés à la fois par les puéricultrices et par les autres enfants, eh ben, non, ne sont pas inquiets. Mettons un bébé qui ne dort pas dans son lit, il va être sur un gros coussin, vous voyez, au milieu, sur un coin aménagé, je dirais, et sécurisé. Il va être installé sur ce coussin et petit à petit, il va aussi peut-être s'endormir, mais il aura observé les autres, il aura pris des choses, je dirais, au niveau des autres enfants. Et puis aussi des contacts affectifs. Hein, parce que les autres enfants viennent vers eux aussi sous le contrôle des puéricultrices. Et vous avez des retours positifs de la part des puéricultrices ? Tout à fait. Les puéricultrices, alors au départ, justement, ça leur fait un peu, parce que quand vous attaquez à un système qui marche bien, en leur disant, mais vous savez, vous pouvez avoir mieux, hein, il faut déjà oser y aller, je dirais. Hein. Et puis, il y a l'aspect financier aussi, où on se dit, eh bien, on investit, il faut que ce soit une réussite. Et donc maintenant, quand je pose la question aux puéricultrices, elles me disent, mais pour rien au monde, on reviendra en arrière. Parce que pour nous, c'est une qualité de travail aussi. D'accord. Et la prochaine étape, c'est quoi pour la petite enfance ? Est-ce que c'est... on parle beaucoup de l'école en dehors des murs. Il y a aussi des crèches qui font... Alors ça, c'est qui font la crèche dehors. Je ne sais pas si c'est au jardin. D'accord. Oui, alors chez nous, il y a deux types de crèches. Il y a les crèches avec les puéricultrices. Hein, et il y a les crèches, ce qu'on appelle la crèche familiale, c'est-à-dire où il y a des assistantes maternelles, qui sont embauchées par la mairie et qui vont accueillir des enfants à domicile. Et donc, dans cette maison de la petite enfance, elles ont aussi un endroit, je dirais, pour avoir des repères, une directrice adjointe, et elles viennent régulièrement dans la semaine pour faire aussi des activités dans ce qu'on appelle le jardin d'éveil. C'est-à-dire que les assistantes maternelles sortent de la maison, rencontrent d'autres assistantes maternelles et les enfants rencontrent d'autres enfants et ont aussi des activités. Des activités motrices, des activités, je dirais, manuelles. Donc ça, ça leur permet aussi de se rencontrer entre elles. Hein, et puis aussi de poursuivre leur relation en dehors de ces moments-là où elles vont à la maison de la petite enfance.
elles vont se rencontrer pour faire des promenades. Ça les stimule. Ça les stimule aussi pour échanger leurs soucis. Hein, les soucis qu'elles peuvent rencontrer quelquefois avec des enfants ou avec certains parents hein, qui ont des exigences. Madame Voilà. Bontemps, vous avez évoqué le rôle très important des assistantes maternelles. Est-ce que c'est une denrée rare aujourd'hui? Alors, les assistantes maternelles, oui. Malheureusement, nous avons un problème de recrutement. Il y en a certaines qui partent en retraite. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. C'est tout à fait normal. Nous faisons des campagnes de publicité pour recruter, mais c'est compliqué. Alors, ce n'est pas l'agrément qui est compliqué. C'est la personne elle-même qui va s'installer au Clay, qui va avoir, une maison ou un appartement adapté pour accueillir des enfants. Et ces femmes qui appartenaient à une certaine génération aussi, qui ont exercé ce métier, eh bien, actuellement, je pense que ça correspond beaucoup moins. Elles aspirent à autre chose. Voilà, à leur mode de vie. Elles ont envie d'un mode de vie. Et pendant le Covid, ça s'est surtout remarqué, pas au niveau de la crèche familiale, mais au niveau des assistantes maternelles libérales. Parce que nous avons aussi, j'ai réouvert ce qu'on appelle un RAM. Le RAM, c'est le réseau d'assistants maternels. Bon, qui est aussi organisé avec les allocations familiales. Hein. Donc, il y a une responsable. Et il y a aussi, je dirais, cette maison de la petite enfance qui sert de point de chute pour les assistantes maternelles libérales, qui sont très isolées, en fait. Sans ce RAM, elles étaient très isolées. Et donc, là, elles ont des activités qui leur sont proposées aussi pour sortir de chez elles, pour communiquer, pour que les enfants échangent. Et elles viennent une fois par semaine. On a mis le gymnase, ce qu'on appelle le dojo, à leur disposition. Elles emmènent les enfants pour faire de la motricité qu'elles ne peuvent pas faire à la maison, avec des éléments qui ont été achetés de manière à faire des parcours, je dirais, de motricité. Elles vont faire aussi des activités manuelles organisées par la responsable du RAM. Et donc, ça les entraîne à sortir et à communiquer. Mais ce qu'il y a, c'est que les assistantes maternelles aussi, pendant le Covid, les libérales aussi, eh bien, se sont trouvées, je dirais, à réfléchir sur leur mode de vie. Certaines sont... Ça, ce sont des retours que vous Voilà, avez eus. oui, parce que le nombre d'assistantes maternelles libérales a diminué. Vous voyez, d'une centaine, on passe actuellement à 80. Parce qu'elles sont parties sur les campagnes, elles sont parties en province, parce que leurs maris, leurs compagnons ont eux aussi changé de vie. Certaines, en raison du Covid, ont changé de vie. Et donc, ça a diminué l'offre aussi de garde. Mais ça, c'est un problème qui est général. Oui, d'accord. Hein? On en parle chaque semaine, effectivement. Et puis, le vieillissement aussi de ces personnes qui fait que les effectifs diminuent. Qu'est-ce que vous gardez de votre premier mandat concernant la petite enfance, que vous avez envie aujourd'hui, en 2024, d'infuser de manière peut-être plus générale au sein des écoles? Alors, moi, j'étais enseignante. D'accord. J'étais directrice d'école. Donc, c'est un milieu que je connais. Hein, et dans lequel j'ai vécu pendant plus de 40 ans. Donc, je dirais que des idées, on en a toujours plein pour améliorer les choses. Et moi, je suis très sensible, je dirais, au confort de vie des enfants pendant la journée, hein, au confort de vie des équipes enseignantes et des équipes éducatives aussi qui prennent le relais, mettons, au périscolaire. Hein. Donc, le cadre de vie est important. Donc, ça veut dire des écoles qui soient entretenues. Hein. Donc, ça veut dire des investissements communaux. Hein. Il faut entretenir ce cadre de vie pour que les enfants, je dirais, s'y sentent bien et que les enseignants restent aussi sur la ville. Parce que lorsque les enseignants ne se sentent pas bien dans leurs locaux, je dirais, eh bien, ils changent, ils s'en vont. Et c'est difficile de construire des équipes éducatives. L'outil de travail se dégrade. Voilà. Ce qui est important, c'est la continuité des équipes éducatives.
Et quand une équipe dure, il y a des projets qui s'installent, il y a des réflexions qui s'installent, il y a des relations qui s'installent avec la municipalité. Et ça, c'est un climat important. Et quand vous repensez un lieu, vous impliquez les professeurs, mais aussi les élèves dans la réflexion. Là, nous avons beaucoup investi. Et c'est une somme énorme, je dirais. Ils sont contents de vous avoir, Christiane. Bon, Christiane, elle fait du super boulot, mais à chaque fois, elle nous demande beaucoup d'argent. Elle coûte cher, mais je crois que le maire est tout à fait porteur de cela. Et donc, cet investissement dans la rénovation, notamment de l'école Jean Jaurès, au Clé, qui est une grosse école, avec 11 classes, eh bien, cette école-là était ancienne. Une cinquantaine d'années, c'est tout à fait normal qu'une école soit réhabilitée. Et donc, il a fallu, en plus, quand on touche à un bâtiment, actuellement, il faut tout refaire aux normes. Donc, on sait que ça va coûter encore plus cher. Et donc, nous avons travaillé... C'est 1 million par classe, en gros, voire plus Voire plus, oui. Voire plus, oui. Bien sûr. Ouais. Avec l'inflation. Et donc, nous avons travaillé à ce projet avec l'équipe enseignante, le directeur et l'équipe enseignante. Parce qu'en plus, la difficulté était qu'il fallait laisser les enfants dans les locaux. On n'avait pas la possibilité de les dispatcher, je dirais, ailleurs. Et il fallait conserver cette école avec son esprit d'équipe, sa vie, je dirais, au quotidien. Donc, on a choisi peut-être la situation la plus compliquée, qui était de garder les enfants à l'intérieur du bâtiment et de faire les travaux à chaque vacances scolaires. Donc, à chaque vacances scolaires, ça demandait aux enseignants aussi d'avoir aussi, quand on casse des cloisons, de ranger des affaires dans les cartons, d'anticiper les travaux. Et on a mis en place tout un accompagnement, je dirais, avec la DAE, qui est la Direction des Actions Éducatives, et avec les services techniques pour accompagner les enseignants dans ces moments difficiles, cette phase de travaux. On arrive à la 3e année. Oui. Là, quand on commence à choisir les peintures, je dirais qu'on se dit, ça y est, on a quand même réussi quelque chose. Ouais. Il a fallu résoudre des problèmes de nuisance, quelquefois au quotidien, notamment de nuisance sonore, parce que s'ils travaillaient dans une aile de bâtiment, notamment là, à la réfection de la restauration, de la salle de restauration, ils ne pensaient pas que ça allait avoir une incidence, je dirais, sur les apprentissages, sur les enseignants. Donc, il fallait toujours intervenir en disant, attention, là, ne faites pas trop de bruit, ou faites-le après 4h30. Vous voyez, donc, il y a eu tout ce travail de relationnel qui n'a pas toujours été simple, je dirais, et pour les sociétés qui intervenaient, ni pour les enseignants, ni pour nous en tant que mairie. Il a fallu faire un petit peu de médiation. Il a fallu faire beaucoup de médiation, mais on y parvient. Et là, ils vont rentrer dans une salle de restauration toute neuve aux vacances de février. Wow. Donc déjà, ils vont se dire, ça y est, notre nouvelle école commence à prendre vie. Donc, c'est important. Mais ce travail relationnel et de confiance avec les équipes enseignantes est très important. La confiance, le maître mot, on l'a bien compris. On va parler de la restauration scolaire dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais avoir votre sentiment sur l'un des axes, j'ai l'impression, forts de votre politique scolaire. C'est le soutien scolaire. Et notamment le soutien scolaire en ligne. Oui, on a mis en place, je dirais, de manière à... on a mis en place ça l'an dernier, de manière à ce que les familles puissent aider leurs enfants, je dirais, à la maison, lorsqu'ils en ont besoin. Donc, c'est une aide, je dirais, pour les familles, mais qui est quand même moyennement utilisée. Ah, c'est dommage, parce que c'est entièrement gratuit. C'est gratuit. Il y a des milliers de fiches. Il y a des milliers de fiches. Il y a des critères pour en bénéficier. Donc, ils ont des codes. C'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Bien sûr, il y a des codes, je dirais, et pourquoi, pour accéder. À votre avis, ça prend pas plus par manque de temps des familles aussi, peut-être parce que la pédagogie, ça s'invente pas. Parce que quelquefois, on n'a pas envie de se remettre le soir à redonner, je dirais, du travail supplémentaire à son enfant, surtout lorsqu'il est en difficulté. Mais ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté Il y a, oui, un accompagnement. C'est pas juste des fiches Non. Tous ces exercices ont été créés par des équipes pédagogiques. Et sont en relation avec le niveau de la classe.
avec bon nombre de cours en vidéo. On parlait, vous avez fait allusion effectivement à tous ces travaux de rénovation, notamment la cantine scolaire. J'imagine que c'est un lieu ô combien important justement pour bien se sociabiliser, j'ai plus le mot, tiens, c'est pas grave, et bien sûr s'alimenter. Comment vous avez réfléchi justement C'est un moment important dans la vie de l'enfant, c'est la coupure. Mais cette coupure, il faut aussi qu'elle soit bien organisée parce qu'il faut que l'enfant mange, mais il faut que l'enfant aussi ait la capacité, je dirais, à se ressourcer. Hein. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de gâchis. Hein, parce que le fait de donner, je dirais, des quantités quelquefois trop importantes aux enfants avec des menus qui étaient peut-être pas ceux qu'ils préféraient, eh bien, faisait qu'il y avait du gâchis. Donc, on a mis tout un système en place, justement, pour lutter contre le gâchis. Sensibiliser les enfants au respect de la nourriture. Hein. Donc ça, c'est un point qui est fait je dirais, c'est un gros travail pareil avec les équipes d'animation qui travaillent, je dirais, pendant ce temps périscolaire. C'est un travail avec la cuisine centrale, parce que chez nous, c'est une cuisine centrale qui fabrique les repas, et ensuite, ils sont emmenés par camion sur les établissements. Donc, c'est un gros travail pour les sensibiliser au fait, ça concerne toutes les écoles maintenant, c'est ça? Toutes les écoles, oui, de la commune. Ça a toujours, une école test en 2021, 4 en 2022. Et puis, et aujourd'hui, on va pour ouvrir, je dirais, de plus en plus cette façon de voir les choses à tous les établissements. Et puis, ce que l'on a mis en place aussi, c'est je dirais, un changement de comportement des animateurs, qu'ils soient plus proches des enfants, pour observer ceux qui ne mangent pas trop bien, pour ceux qui grignotent, pour ceux qui systématiquement vont refuser certains plats. Leur rôle maintenant, je dirais, est un rôle de proximité de l'enfant. Hein, et ça, c'est important parce que la relation à la nourriture aussi, elle peut être mal vécue. Comment ils opèrent ensuite? Ils parlent directement avec l'enfant ou est-ce qu'ils font remonter? Ils les accompagnent quand ils voient que certains ne mangent pas bien. Ils font aussi, ils les amènent, je dirais, lorsqu'il y a trop de gâchis dans les assiettes. Il y a des bacs où on va prendre conscience de ce que l'on jette, vous voyez. Donc, tout ça, c'est le travail de l'animateur. Et puis, il y a aussi un système qui a été mis en place, là, qui est nouveau. Le self-fluide? Le self-fluide. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand on sort de la classe, on ne va pas se mettre en ligne pour aller à la cantine. Non. Quand on sort de la classe, si on a envie d'aller jouer, de se ressourcer, je dirais, un petit peu autrement, de décharger ses énergies. Après une matinée de cours, Voilà, l'enfant a besoin de ça. Mais il a le droit d'aller jouer dans la cour. Avec les animateurs, il a le droit d'aller à certains ateliers. Et donc, il y a un système de surveillance aussi, où l'animateur va surveiller les entrées des enfants de manière à bien savoir qui a mangé et qui aurait pu passer au travers du système. Donc il y a toute cette surveillance-là, mais ça permet aux enfants aussi d'entrer dans le cadre de ce temps imparti à la restauration. Ça leur permet d'échanger avec d'autres enfants, d'autres classes, de retrouver un petit frère qui est au CP et un on n'est plus obligé, pardon, je vous coupe, de manger par classe et par créneau, c'est ça? Voilà, c'est ça. On va manger. C'est là qu'on retrouve un peu ce que vous avez mis en place. Ce qui peut intimider aussi les élèves, parce qu'on connaît la problématique des toilettes dans les écoles, où certains enfants se retiennent de faire pipi parce qu'ils ont peur de se retrouver avec des plus grands. Et il n'y aurait pas la même chose? Non, parce qu'il y a cette surveillance qui est mise en place. Quand les enfants vont aux toilettes ou circulent sur certains, je dirais, sur un certain parcours dans l'établissement, les animateurs sont là. Ça demande de la surveillance. Ça demande aussi de mettre en place de l'hygiène au niveau des sanitaires. Donc, on a travaillé avec les équipes de ménage aussi. C'est l'heure de la loupe. Le temps défile, effectivement, on écoute Christiane, mais c'est déjà l'heure de la loupe, on y va.
La loupe d'Alix. Alix, tu nous parles cette fois-ci de troc de graines et atelier bouturage. Et oui, c'est le nom de l'événement porté par l'association Les Clés Villepreux en transition. Ce collectif citoyen a été créé en 2019 et son objectif est de sensibiliser les résidents à la nécessité d'adopter un certain mode de vie et de consommation face aux impacts du dérèglement climatique. Troc de graines et atelier bouturage a donc eu lieu dimanche dernier au Clés-sous-Bois. Le temps d'une matinée, les habitants ont pu partager un moment, échanger des graines littéralement, recevoir des conseils, le tout avec une attention particulière accordée aux enfants. On écoute Dominique Bolaton, elle est coprésidente de l'association. Dans le cadre de l'organisation de nos trocs de graines qui ont lieu chaque année au début du mois de février, afin de préparer les semis de printemps, nous avons organisé un atelier de bouturage au cours duquel les enfants sont initiés à la plantation d'arbustes, de haies ou d'espèces fruitières comme des framboisiers, afin de les sensibiliser au jardinage. C'est aussi l'occasion pour nous de leur faire connaître la nature par le biais de jeux qui sont mis à leur disposition et de coloriage autour des légumes, du potager, mais aussi des fleurs et des animaux. Hier, nous avons eu l'occasion donc d'échanger avec les parents, les grands-parents qui ont accompagné les enfants. Et pour nous, ce lieu a été un lieu de rencontre et d'échange autour des pratiques du jardinage. Et donc, rapidement, Patrice, je sais que vous mourrez d'envie de savoir, le bouturage, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui permet de créer de nouvelles plantes à partir d'un morceau de plante mère qu'on appelle donc bouture. Et au-delà de la sensibilisation, l'association fournit des outils et des solutions concrètes. Elle propose aussi des ateliers d'entretien et de réparation de vélos, des conseils sur les économies d'énergie, des balades botaniques et des sorties en nature sont aussi organisées avec l'idée de reconnecter les participants à l'environnement et donc de renforcer leur envie de le protéger. La ville propose des journées en forêt. Est-ce que ça a un rapport avec les Clés Villepreux Transition ? Alors, non, ça c'est une association, mais je dirais que nous, au niveau des écoles, nous avons mis en place depuis 3 ans, justement, une sensibilisation à l'environnement. Donc, tous les ans, il y a une journée qui est proposée aux enfants de CM1, CM2, où ils vont avoir une sensibilisation, je dirais, à l'eau, à la forêt. Il y a une journée forêt, donc ils ont fait des tas d'ateliers pour connaître les arbres, pour aller, je dirais, rechercher des essences, etc. Il y a eu la journée de l'eau l'année dernière, la sensibilisation, pareil, au gaspillage, je dirais, de l'eau. Donc, et nous avons mis en place un système où il y a un animateur, en fait, qui s'appelle Maël chez nous, et qui va proposer aux classes des activités, des ateliers ou ce qu'on appelle les mallettes pédagogiques. C'est-à-dire que dans ces mallettes, eh bien, les enseignants vont pouvoir trouver toutes sortes de documents sur la nature. Et ces mallettes sont enrichies en fonction des demandes des enseignants. Surtout qu'au Clés-sous-Bois, c'est quand même un formidable terrain de jeu, j'imagine. Oui, nous avons beaucoup d'espaces verts, nous avons la forêt. Pas mal. Donc, c'est certain que c'est une exploitation, je dirais, qui me semble tout à fait justifiée. Christiane Montan, quels soins apportez-vous en ce qui concerne toute la dimension culturelle de votre ville ? On sait que votre ville a un très riche patrimoine historique. Alors, moi, j'accorde beaucoup d'importance à la culture, je dirais. Et amener la culture dans les écoles, c'est sensibiliser les enfants, je dirais, à des connaissances qu'ils n'ont pas forcément accès à ces moyens-là, aller au théâtre, aller voir des spectacles, aller écouter, je dirais, de la musique. Tout le monde n'a pas, je dirais, cette possibilité. Et amener ça à l'école, et gratuitement, c'est leur donner cette opportunité de découvrir, je dirais, la musique, de découvrir le théâtre. Et les enfants des Clés-sous-Bois bénéficient de 2 spectacles gratuits, donc chaque année. Dans l'école ou à l'espace Philippe Noiret ? À l'espace Philippe Noiret. Qui a l'air d'être un formidable outil. Je ne connais pas personnellement. Voilà, et justement, c'est la maison, je dirais, aussi
il y a la maison de la petite enfance et il y a Philippe Noiret qui est la maison de la culture. Et donc les enfants ont l'habitude d'aller, je dirais, à travers la ville. Très souvent, ils vont à pied. Voir des expositions aussi qui sont proposées aux enseignants en tout genre, que ce soit sculpture, peinture. On a eu même des expositions Lego, vous voyez. Ils ont eu la possibilité, ils s'inscrivent et donc ils sortent de l'école aussi. Et ils vont profiter de tout ce que peut leur apporter, je dirais, cette structure Philippe Noiret. Et donc, on a créé aussi, il y a école et cinéma. Les enfants, il y a une programmation chaque année qui est faite par l'équipe de Noiret, qui est soumise, je dirais, en juin aux enseignants. Et on leur propose d'aller au spectacle. Des spectacles gratuits, des spectacles où il va y avoir une petite participation. Ce sont alors les enseignants qui choisissent d'y aller. Et s'ils ont envie d'autre chose, eh bien, l'espace Philippe Noiret est toujours là pour leur faire profiter de documentaires ou, je dirais, d'autres sources qu'ils ne peuvent pas proposer aux enfants à l'école, dans le cadre scolaire. Une programmation dédiée à l'espace Philippe Noiret d'Éclay-sous-Bois. Les enfants de la crèche aussi vont en bénéficier avec des spectacles adaptés à leur âge, des spectacles musicaux, des spectacles muets, expressifs, qui font que, je dirais, on leur permet d'accéder à la culture. Pas d'âge pour bénéficier de la culture, effectivement. Et cela, même pour les tout petits. Merci infiniment, Christiane Bontemps, d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Max. Déjà terminé. Petite demi-heure qui est passée très rapidement avec vous, ma chère Christiane, adjointe au maire d'Éclay-sous-Bois, chargée de l'éducation et de la petite enfance. Un immense merci. On espère vous revoir très bientôt sur notre plateau. Merci, ma chère Alix. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao, ciao.